Ami était là, elle me dirait, tu n'oublies pas de citer le nom des traducteurs. C'est très important, les traducteurs. Alors, pour Kim Jung-hyuk, ils sont 6 traducteurs coréens, je ne vais pas tous les citer, mais au moins la traductrice française, Aurélie Godia. Pour Cendré Rouge, Im Yong-hee et Françoise Nagel. Pour Court Papa Court, Kim Eran, Kim Hye-kyung et Jean-Claude de Crescenzo, et pour l'auteur avec lequel nous allons parler maintenant, dans un cadre un peu particulier, on a aussi traduit cette nouvelle, Kim Hye-kyung et moi-même. Alors, avec Han Yu-ju, je n'ai pas de livre à vous présenter parce qu'elle n'est pas encore publiée en France, ça viendra, mais elle est une invitée spéciale de ce forum parce qu'elle est en résidence d'écrivain à Aix-en-Provence, ça veut dire qu'elle est là depuis septembre, et puis elle partira fin décembre, et son job, si j'ose dire, c'est d'écrire à Aix-en-Provence, dans une résidence que nous avons tenue l'an dernier, avec l'aide et le soutien de la fondation KLTI, sans laquelle, évidemment, on ne pourrait pas avoir ces auteurs ici à Aix-en-Provence. Alors, Han Yu-ju, elle a débuté sa carrière approximativement à la même période que les autres auteurs. Et puis, elle a écrit une nouvelle qui a eu du succès, elle a obtenu un prix, tandis qu'elle faisait aussi ses études de littérature allemande et en même temps d'esthétique à l'université de Séoul. Et puis récemment, elle a ouvert sa propre maison d'édition qui s'appelle Oulipo Press. C'est tout un programme pour les littéraires qui savent ce qu'est l'Oulipo. Alors, le monde littéraire de Han Yu-ju se caractérise par il faut en retenir quelque chose de marquant, c'est l'idée qu'au fond, toute écriture d'une histoire suppose une réflexion sur l'écriture à l'intérieur même de cette histoire. Un procédé stylistique et esthétique absolument nouveau parmi les auteurs de cette génération. Il y a d'autres auteurs en Corée qui travaillent dans cette filiation. Je pense notamment à Yin Song, par exemple. Mais auparavant, pour comprendre ce que je veux dire au travers de cette simple phrase, je voudrais qu'on procède à la lecture. 나의 왼손은 왕, 오른손은 왕의 필경사. 오늘 왕의 입은 고요하고 왕의 필경사는 왕의 명령을 기다린다. 나의 왼손은 왕, 나의 오른손은 왕의 필경사. 오늘 왕은 피곤하고 왕의 필경사는 제 낯에서 피로를 감춘다. 나의 왼손이 드물게 말하므로 나의 오른손은 드물게 받아쓴다. 나의 오른손이 나의 왼손을 베끼는 동안 왕국은 몰락의 징후를 드러내거나 혹은 힘겹게 지속된다. 왕국의 국경이 나날이 수도와 가까워지고 있으므로 적국이 곧 모국인 소문과 풍문들이 점점 더 크고도 사나운 목소리로 들려오고 자식들을 모두 잃은 왕의 얼굴은 이미 노쇠한 지 오래 조상의 초상들이 무겁게 걸려있는 서재에서 왕이 낮잠을 청한다. 그러나 잠과 꿈은 왕의 명령에 좀처럼 응하지 않고 필경사는 왕의 곁에서 아니 왕의 발치에서 머리를 조아린다. 어제도 여전히 그러므로 오늘도 여전히 나의 왼손은 왕, 나의 오른손은 왕의 필경사. 필경사가 왕의 말을 길들이는 동안 왕은 광대들의 입에 물려놓은 재갈을 풀어라 낮게 명령한다. 광대의 입에서 말들이 쏟아져 나오고 왕의 필경사는 왕의 말을 왕의 말들로 오기한다. 그러므로 왕의 마국간은 나날이 비어가고 사라진 말들의 등마다 신하들의 안장이 얹히는 동안 왕은 그 모든 광경을 바라보고 또 바라보지 않으면서 잠들거나 잠들지 않으면서 왕국의 샘왕을 영원히 유예한다. 왕의 신하들이 왕의 관과 왕의 말과 왕의 의자를 은밀히 탐하는 오늘 그 사실들을 왕의 귓가에 전하니는 왕의 광대들 왕의 필경사는 유구무원과 묵묵부답을 온몸에 새긴 지 오래 광대들이 왕의 이마 위에서 왕의 어깨 위에서 왕의 손바닥 위에서 광대 노름을 계속하는 오늘 그들의 농담과 재담과 기담으로 왕국의 마지막 페이지가 채워지리라 왕은 생각한다. 건기에도 여전히 그러므로 우기에도 여전히 나의 왼손은 왕, 나의 오른손은 왕의 필경사. 백성들이 봄이라 부르는 계절이 허망하게 지나갔으므로 왕은 여름 궁전을 향해 떠날 채비를 하라는 명령을 내린다. 낡은 비단옷을 걸친 가신들과 연신 흘러내리는 베일을 걷어 올리는 시녀들이
왕의 명령을 받든다. 왕은 꽃들의 폐허를 가로질러 여름 궁전으로 떠날 준비를 마친다. 은제 접시와 은촛대, 비단 차양과 비단 베개, 금태를 두른 담뱃갑과 타구, 왕의 사물들이 차례대로 진마차에 오른다. 붉고 노란 모자를 빗두름이 눌러쓴 광대들이 앞장서고 그 광경을 지켜보는 왕의 신하들이 얼굴마다 그림자가 켜켜이 고인다. 왕의 신하들이 왕의 말들을 취했으므로 왕은 더 이상 어떤 말도 소유하지 못한다. 왕의 필경사가 왕의 말을 왕의 말들로 오기했으므로 왕은 더 이상 아무런 말도 소유하지 못한다. 그러므로 왕의 출발과 이동과 도착은 영원히 유예된다. 왕의 여름이 오지 않는다. 왕의 광대와 가신들, 왕의 시녀와 대신들의 입에서 일시의 말들이 풀려나오는 순간 나의 왼손이 나의 오른손에게 말한다. 내 목을 치고 싶구나. 그러면 당신은 영원히 침묵하게 될 것입니다. 여름에도 여전히, 그러므로 겨울에도 여전히 나의 왼손은 왕, 나의 오른손은 왕의 필경사. 나는 두 번째 책의 제목을 여전히 결정하지 못했다. 오늘도 여전히, 그러므로 내일도 여전히. 나의 왼손은 왕, 나의 오른손은 왕의 필경사. 오늘이 지난 후에는 내일이 올 것이라는 헛된 믿음을 버리지 못했다. 나는 세 번째 책의 제목을 여전히 결정하지 못했고 어쩌면 첫 번째 책의 제목 역시도 여전히 결정하지 못한 것이다. 어쩌면 첫 번째 책과 두 번째 책의 제목은 불가능한 동화, 세 번째 책과 네 번째 책의 제목은 불가능한 동화일지도 모른다. 감사합니다. Goder va annoncer le léger malentendu qu'il y a à l'intérieur de ce texte-là pour que vous puissiez comprendre ce dont il s'agit. À main gauche, le roi. À main droite, le scribe. Tandis que le roi, lèvres closes, garde le silence, le scribe attend l'ordre. À main gauche, le roi, à main droite, le scribe. Aujourd'hui, le roi est là et le scribe dissimule son ennui sous le masque de son visage. Tandis que ma main gauche se tient coite, ma main droite se tait. Lorsque ma main droite transcrit ma main gauche, le royaume s'épuise à perdurer ou bien présente les symptômes d'une débâcle prochaine. Le bruit et la rumeur enflent au point que les frontières se rapprochent jour après jour de la capitale et le pays ennemi deviendra sous peu le pays natal où déjà depuis longtemps le visage du roi aux enfants disparus dévoile les premiers signes du déclin. Dans son cabinet de travail, aux murs alourdis par les portraits de ses ancêtres, le roi somnole. Mais sommeil et rêve n'obéissent guère aux injonctions du roi, et le scribe est là, prosterné à ses côtés, non, plutôt à ses pieds. Il en était ainsi hier, il en est ainsi aujourd'hui. À main gauche, le roi, à main droite, le scribe. Tandis que le scribe apprivoise les mots, alors c'est là. Donc là, il faut savoir qu'en coréen, le même terme désigne le cheval ou la langue parlée. Donc c'est le terme, Jean-Claude? Mal. Mal, hein, voilà. Donc quand on confond ces deux mots, alors, ça peut avoir des drôles de conséquences, vous allez voir. Donc, tandis que le scribe apprivoise les mots du roi, celui-ci ordonne d'une voix basse « Libérez les bouffons de leur mort ». Soudain, de la bouche des bouffons jaillit un mot, bientôt suivi d'autres mots, mais le scribe se méprend et écrit « chevaux ». Jour après jour, les écuries royales se vident. Les sujets scellent les chevaux royaux qu'ils enfourcheront, et tandis que le roi contemple cette scène, à moins qu'il ne la contemple pas, tandis qu'il est assoupi, à moins qu'il ne dorme pas, il repousse à tout jamais le déclin de son royaume.
En ce jour où les sujets du roi convoitent en secret la couronne, les chevaux et le trône royaux, où les bouffons éventent discrètement auprès du roi ce complot, ce même jour où le scribe a gravé son mutisme au fond de son cœur, les bouffons ne cessent d'imiter le jeu des saltimbanques sur le front, sur les épaules, sur la paume de sa main, et le roi songe que leur drôlerie, leur facétie et leur plaisanterie, à nul autre pareil, couvriront la dernière page de son royaume. Il en était ainsi pendant la période des pluies, il en était ainsi pendant la sécheresse. À main gauche le roi, à main droite le scribe. La saison que son peuple désigne du nom de printemps est passée dans la frivolité. Le roi ordonne à présent les préparatifs de départ pour son palais d'été. À la cour, les vassaux en vieux habits de soie et les demoiselles d'honneur qui peinent à maintenir relevées leurs voilettes accusent l'ordre. Le roi achève les préparatifs en traversant les ruines d'un parterre fleuri, des assiettes et des candélabres en argent, une ombrelle et un oreiller en soie, un étui à cigarette et un crachoir, tous deux cerclés d'or. L'un après l'autre, les objets du roi sont chargés sur le carrosse. Les bouffons, aux chapeaux tantôt rouges, tantôt jaunes, couvrant à l'oblique leurs yeux, se placent à l'avant. Et les sujets du roi, au visage épaissi de plusieurs couches d'ombre, observent la scène. Les chevaux royaux ont été dérobés par les sujets et le roi se tient à nouveau coi. L'erreur du scribe contraint le roi au silence. Départ, voyage et arrivée sont reportés pour l'éternité. L'été du roi ne reviendra plus. À l'instant où se ruent les chevaux hors de la bouche des bouffons, des sujets, des demoiselles d'honneur et des ministres, à ma main gauche le roi, dit à ma droite le scribe, « Je vais te couper la tête !» Mais de la sorte, vous garderiez le silence à jamais. Il en était ainsi. Il en est ainsi en hiver. À main gauche, le roi, à main droite, le scribe. Je n'ai toujours pas décidé du titre de mon deuxième livre. Il en est ainsi aujourd'hui, il en sera ainsi demain. À main gauche, le roi, à main droite, le scribe. Je n'ai pas renoncé à croire que c'est une erreur de penser que demain succède à aujourd'hui. Je n'ai toujours pas décidé du titre de mon troisième livre. Et peut-être n'ai-je pas trouvé non plus le titre du premier livre. Il se peut que les titres des premiers et deuxième livres soient un impossible conte de fées, tandis que les titres du troisième et quatrième seraient un impossible conte de fées. Merci, Pete Goddard. J'allais dire, on aura rapidement compris ce dont il s'agissait. Ce texte sur le malentendu qui réside dans toute histoire en train de s'écrire et dans la position du scripteur, de l'écrivain, à la fois celui qui raconte l'histoire et celui qui raconte la manière dont s'écrit l'histoire. Je pense qu'avec ce texte-là, en New le travail qu'elle effectue sur le texte tente aussi de bouleverser en même temps les repères habituels que nous avons en tant que lecteurs, où nous trouvons régulièrement embarqués dans une histoire et on aime bien la chronologie, la linéarité de l'histoire, etc. Et puis là, ben non, pas de bol, si j'ose dire, il va falloir participer activement au texte. Alors je voudrais poser à New 3 questions à elle aussi. Votre travail d'écrivain semble absolument inséparable de votre réflexion sur l'écriture. Quelle est la démarche qui vous amène à écrire et à penser dans le même temps? L'écriture, évidemment. 제 데뷔를 하고 난 다음에 많은 공격이 있었는데 너가 쓰는 건 소설이 아니다. 특히 한국에서 그런 얘기를 많이 들었어요. 근데 그때 언젠가부터 제가 자신을 변호하기 위해서, 그다음에 소설에 대해서 제가 생각하는 것들을 유지를 스스로 하기 위해서 생각을 해본 게 있는데,
그러니까 저는 글쓰기에 대한 글쓰기를 하고 있다는 생각이 들고 제 의심이 많은 성격인 것 같아요. 그래서 어떤 정해진 이야기를 듣고 설득이 되기보다는 그 이야기가 만들어지는 과정에 대해서 생각을 해봤던 것 같고, 누구나 이야기를 좋아하잖아요. 근데 그 이유가 뭔지를 궁금했고, 그렇다면 그러한 과정을 글로 써보자. 그러니까 사람들이 왜 그냥 이야기에 홀리는지, 왜 미혹되는지 그런 생각을 했던 것 같아요. 그 다음에 이제 언어적인 것에 관한 관심이 있는데, 모든 언어는 나름대로 전부 다 훌륭하고 좋지만 구멍이 있잖아요. 결핍이 있게 마련이고, 예를 들어서 이런 물컵을 언어로 묘사하면 여러분들이 이 물컵에 대해서 묘사를 하면 100개의 서로 다른 묘사가 나올 거예요. 그게 저는 구멍이라고 생각하고, 그 구멍을 조금 더 개인적인 방식으로 파헤쳐보고 싶은 그런 생각이 있어요. Au moment de mon début de carrière en tant qu'écrivain, j'ai été bien attaquée par tout le monde. En me disant que ce que tu écris, ce n'est pas le roman. Alors, un jour, soudainement, je me suis aperçue que j'écrivais sur l'écriture. Je dirais que dès le début, je me préoccupais du procédé de la création d'une histoire plutôt que de l'histoire elle-même. Pourquoi aime-t-on les histoires? Pourquoi les histoires nous ensorcellent? Mais pourquoi les histoires comportent une structure définie? Pourquoi ne forme-t-on pas autrement la structure des histoires? Mais ces questions se succèdent. Et naturellement, j'ai fini par me dire, alors c'est l'écriture qui est en question, et quelle est la manière dont cette écriture doit se réaliser? La question n'a toujours pas trouvé de réponse. Ensuite, j'ai un problème concernant la langue. Il est impossible de tout dire par le biais de la langue, ou le langage si vous voulez. La langue est inévitablement trouée d'insuffisance et dans les histoires, on retrouve cette insuffisance. Mon ambition est donc de vouloir creuser ces insuffisances. Alors justement, vous êtes auteur invité de l'Université d'Aix-Marseille, en résidence à Aix. Est-ce que écrire loin de son cadre habituel pose des problèmes nouveaux à votre travail? 네, 사실은 서울도 익숙하지 않아서요. 여기 정말 오게 된 게 지금 한 달 반 정도 됐는데 굉장히 행운이었다고 생각하고 지금도 그렇게 생각하고 있어요. 그래서 앞으로 만약에 여기서 평생을 살게 된다 그러면 어떤 문제가 생길지는 모르겠는데, 지금은 오히려 문제라기보다는 한국어만을 사용하던 환경에서 벗어나서 어쩔 수 없이 어설픈 프랑스어로 뭐 이렇게 얘기를 하거나 듣거나 해야 될 때가 있는데, 그게 참 좋더라고요. 그러니까 한국어를 쓸 때는 정확하게 한국어로 얘기를 하거나 그러니까 글을 써야 된다는 강박이 있는데, 여기서는 제가 불어로 말을 할 때마다 항상 틀린 문법과 부적절한 단어로 얘기를 할 수밖에 없거든요. 근데 그게 굉장히 저한테는 좋았던 것 같아요. 처음에 그 프랑스어를 몇 년 전에 배우기 시작했을 때 한 작가분이 저한테 농담조로 한국의 문학적 환경이 각박하니 불어를 더 열심히 해서 불어로 글을 쓰면 어떻겠냐고 이렇게 좀 진지하게 반은 농담조로 얘기를 하신 적이 있었어요. 근데 그때도 얼핏 불가능할 거라 생각하고, 왜냐하면 모국어가 아니기 때문에 한계가 있을 것 같거든요. 근데 지금도 제가 어떤 노력을 하더라도 여기서 100년을 산다고 하더라도 약간 불가능할 것 같다는 생각이 들기는 들어요. 근데 어쨌거나 외국어를 특히 그러니까 프랑스어를 배운 게 지금 너무 좋고, 늘 프랑스어를 지금 들을 수밖에 없는 환경에 있는 게 너무 좋은 게 비교가 돼요. 두 가지 언어가. 그러니까 둘 다 굉장히 정교하고 좋은 언어지만 아까도 말씀드렸듯이 구멍이 있잖아요. 다르게 표현할 수밖에 없는 게 있고, 그다음에 이 책을 번역하면서는 또 새삼 느낀 건데, 한국어의 명사에는 성이 없어요. 남성형 명사, 여성형 명사가 존재하지 않아요. 그래서 이거를 번역하실 때 두 분이 조금 고생을 하셨는데, 그것도 그렇고 그 한국어의 시제는 프랑스어의 시제보다
그렇게 정교하지 않거든요. 그러니까 조금 더 간단한 형식의 시제를 사용하고, 근데 또 한국어만이 가능한 표현들이 굉장히 많고, 이런 것들을 생각하다 보면 다시 이제 모국어 그리고 언어가 할 수 없는 것, 근데 그 불가능성을 맞닥뜨리기 위해서 우리가 할 수밖에 없는 거에 대해서 생각할 수밖에 없는 것 같아요. 지금 참 좋은 경험을 하고 있어요. Mais de toute façon, moi, je ne me suis pas bien habituée à Séoul non plus. Alors déjà, cela fait un mois que je suis à Aix-en-Provence. Mais de toute façon, j'ai eu une grande chance d'être sélectionnée pour la résidence d'auteur à Aix-en-Provence. Et si je vivais tout le temps ici, peut-être pour toujours, peut-être est-ce que je rencontrerais des problèmes, mais pas maintenant. Mais en fait, me retrouver dans un environnement où j'utilise, ou bien je dois utiliser les deux langues, c'est-à-dire le coréen et le français, me donne à nouveau la possibilité de réfléchir sur ma langue maternelle. Il y a quelques années, au moment où j'ai commencé à apprendre le français, un écrivain m'a dit « Tiens, la situation littéraire en Corée est étouffante. Alors, est-ce que tu n'as pas envie d'écrire un jour en français ?» Il ne plaisantait qu'à moitié. Mais déjà à cette époque-là, cela me paraissait impossible. Mais malgré tous les efforts que je pourrais faire, mais je trouve que cela me semble que c'est toujours impossible. On a toujours l'impression que les langues se ressemblent. Mais quand on y regarde de près, on s'aperçoit que les différences entre elles sont énormes. Alors, j'ai trouvé, pendant qu'on a travaillé ensemble pour la traduction de ce livre, alors, par exemple, en coréen, le nom de coréen, il n'y a pas de genre, c'est-à-dire masculin, féminin, les coréens, on ne connaît pas. Alors, c'est pour ça que pour la traduction, quand on a traduit ce livre, les traducteurs, ils avaient souffert à cause justement du genre du français. Mais en plus, les temps verbaux du coréen, comme le présent, le passé et le futur, il n'y a que 3, donc relativement très simple. Alors maintenant que je me trouve plongée dans un environnement français que j'adore, en utilisant la langue française, j'en arrive à repenser de façon nouvelle à la possibilité, en même temps qu'à l'impossibilité de ma langue maternelle. Alors justement, nous avons eu une brève expérience de traduction en live. Au passage, c'est un vrai bonheur que d'avoir l'écrivain qu'on peut tenir pour travailler avec lui, et où cet écrivain a participé activement au travail des traducteurs. Je voudrais demander à An Yoo-joo qu'est-ce qu'elle retire de cette expérience-là. 우리 별로 긴 시간 아니었지만 번역 작업을 같이 했었죠, 라이브로. 다시 말해서 작가 번역가들과 함께 적극적인 방법으로 그 번역 작업에 참여를 하셨는데요. 이 경험에서 어떤 것을 발견하셨는지, 아니면 이러한 작업을 하시면서 느끼신 점이 있으시면 한 말씀해 주십시오. 예, 저는 프랑스어를 한국어로 번역을 해본 적은 없는데, 그냥 다른 번역을 조금 해본 경험에 의하면 번역자가 가장 좋은 독자가 되어야 하면서도 동시에 작가의 역할을 수행해야 되는 되게 묘한 위치에 항상 서게 되는 것 같아요. 그래서 이 번역자에게도 어떤 이상한 종류의 창작의 자유가 허용이 되는데, 근데 이 자유가 약간 허울 좋은 자유고 그러니까 제약이 있는 그런 자유라는 생각이 좀 들었던 것 같아요. 근데 이제 이 두 분하고 같이 작업을 하면서 프랑스어로 이렇게도 표현이 가능하구나. 그래서 사실은 다 일일이 설명을 해드리고 싶지만 이렇게 못할 정도로 굉장히 많은 어떤 그런 재미있는 것들이 있었거든요. 그래서 제가 제 글이 이제 프랑스어로 번역이 됐을 때 이런 울림을 갖게 되는구나, 뭐 이런 생각을 새삼스럽게 깨달았던 것 같고, 그리고 또 이제 그러니까 번역하시는 분들이 작가를 모를 때, 전혀 연락을 하지 않을 때 오히려 그러면 또 어떻게 될까 사실 그런 궁금증이 있었어요. 근데 이번에는 제가 작가라는 입장에서 그건 그런 거예요, 이건 이런 거예요라고
무심코 이렇게 제약을 스스로 걸진 않았나 뭐 이런 자기 반성 같은 것도 있었고요. 근데 요새는 많은 작가들이 특히 하루키 뭐 이런 사람 인터뷰하면 항상 그런 얘기를 하는데, 그러니까 세계의 독자를 염두에 두고, 그러니까 번역이 항상 되어야 될 어떤 가능성을 염두에 두고 모국어로 글을 쓴다고 하는 그런 기사를 제가 많이 보게 되는데, 저는 오히려 번역 불가능성에 대해서 생각을 하는 것 같아요. 그래서 한국어로만 할 수 있는 어떤 것, 그래서 번역을 하게 되면 주석이 굉장히 많아지거나 아니면 아예 그냥 번역자가 내용을 바꿔버릴 수도 있게 되는 그런 것을 항상 염두에 두고 글을 쓰고 있는 것 같아요. Moi, je n'ai pas encore eu d'expérience de la traduction du français vers le coréen, mais de toute façon, j'ai certaines expériences de la traduction d'une autre langue, c'est précisément l'anglais, vers le coréen. Alors, en ce faisant, je pense que les traducteurs doivent être à la fois lecteurs et écrivains. De ce fait, je pense aussi que chez les traducteurs, une curieuse liberté de création existe aussi, mais une liberté qui a quand même beaucoup de restrictions. Et les traducteurs doivent endurer ces restrictions pour obtenir un bon résultat. Et pour moi, c'était vraiment une bonne expérience qui m'a permis de m'apercevoir, tiens, en français, cette expression est possible, par exemple. Ou bien, quand cette écriture est traduite en français, elle a cette musicalité-là. Alors malheureusement, je ne peux pas vous prendre des exemples plus concrètement. Pour moi, c'était de belles expériences. Et ce qui est gênant pour moi, c'est d'avoir imposé aux traducteurs de restrictions imprévues, en raison tout simplement que c'est moi qui ai écrit l'œuvre originale. En plus, en même temps, je pense que si les traducteurs ne demandaient jamais aux écrivains le sens ou bien le style, etc., à propos de la traduction, alors comment ça va se passer? Ça aussi, ça m'a posé des questions. Alors aujourd'hui, il semble que des écrivains de plusieurs pays, mais on prend des exemples de Haruki, écrivent en ayant conscience des lecteurs internationaux. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de la traduction en langue étrangère. Mais pour ma part, j'écris plutôt en pensant à l'intraduisibilité, autrement dit, à la possibilité de la seule langue coréenne. Non pas du point de vue contenu, mais plutôt du niveau langagier. Or, je viens de remarquer que mes traductions avaient ouvert une nouvelle possibilité à partir de l'intraduisibilité. Alors, c'était vraiment une nouvelle expérience. Oui. Pour nous aussi, une nouvelle expérience. Merci en Nyuju, je peux le dire en français. Merci à tous, merci aux auteurs. 시계 잘